répondu à la question? Oui. Mais oui, je pense que je l'ai fait. Donc, il faudrait que ce soit transmis au comité PROC. L'honorable député de Saanich-Gulf Island. Je remercie mon collègue d'avoir établi une discussion sur la discussion du changement climatique alors que nous approchons de la question de savoir si le pont de privilège et si TDDC, sur TDDC va aboutir. Et si l'on peut déterminer que les documents qui doivent être fournis par le gouvernement doivent être fournis sans caviardage et complets. Je vois, nous avons aussi une question de procédure similaire avec les détenus afghans. Nous avons trouvé que le Canada saisissait n'importe quelle personne dans la rue qui pouvait être susceptible et les remettait aux forces américaines qui les soumettaient à la torture. Et nous avions demandé des documents justement pour ce qui a mené à une élection. Et on n'a plus jamais de cette question. Une des premières choses que j'ai faites en tant que députée, c'était essayer de trouver, si nous pouvions, ce qui s'était passé dans ce domaine et comment c'était arrivé que le Canada ait violé le droit international et assujetti des personnes innocentes à la torture. Aujourd'hui, nous parlons de TDDC, Technologie de développement durable Canada, et il est très important que nous définions et que nous essayions d'éviter l'appel partisan de parler de scandales et de corruption de façon à alarmer les Canadiens et que les Canadiens éviter que les Canadiens se disent qu'ici, ce n'est que le berceau de la corruption. Il faut une enquête complète et de la transparence. Donc, je suis heureuse que l'on ait cette discussion ici aujourd'hui. Comme je l'ai dit dans des discours précédents, je vais commencer par dire quelque chose pour donner du contexte. Il y a beaucoup de différents types de corruption. Et j'aimerais clarifier qu'ici, il y a 3 types de corruption. Et certains sont plus alarmants que d'autres. C'est la question à laquelle on pense tout de suite quand on dit que quelqu'un est corrompu. Donc, un niveau inacceptable de mauvaise utilisation des fonds publics lorsqu'ils sont donnés à une personne riche. Par exemple, nous avons eu le chef de GC Strategies dans l'histoire de l'application Arrive Khan. Nous avons une enquête de la GRC, mais nous n'avons pas pu récupérer l'argent. Il y a une autre forme de corruption dans le processus d'allocation de fonds publics, le fait de ne pas surveiller les choses correctement. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas en train de s'enrichir ou enrichir les amis, mais c'est une situation où l'on permet aux fonctionnaires de descendre à un niveau bien en dessous de la médiocrité et où ils sont incompétents. Le 3e niveau, c'est la situation où les fonds publics se retrouvent dans des projets dont le but est politique. Et c'est ce qui ressort un peu ici. Et cela peut peut-être fâcher des collègues de l'autre côté parce qu'il y a beaucoup de fonds qui sont placés dans des projets qui ne cadrent pas. Parce qu'on ne peut pas continuer l'exploitation du pétrole et
développer des énergies propres. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas dire à quelqu'un, vous pouvez continuer à manger du chocolat, un gâteau au chocolat, parce qu'on a une technique pour pouvoir vous faire mincir par la suite. Il y a une série d'avantages environnementaux qui ont été exagérés et qui ne sont pas prouvés, notamment par Pathway Alliance. Et on parle de l'utilisation du stockage et du captage du carbone. Et c'est ce qui attire l'intérêt de beaucoup de vérificateurs. Mais tout d'abord, la première fois qu'un vérificateur général a dit qu'il fallait demander à TDDC d'améliorer son rendement, c'était en 2017. Et c'est une direction générale du vérificateur général. Et j'aurais préféré que ce soit un bureau séparé, mais je me souviens avoir comparu devant le comité de l'environnement lorsque le président était Charles Katchen, qui avait été ministre de l'Environnement sous Pierre Trudeau. Et on avait demandé comment mettre en place un comité pour l'environnement. En 1993, on nous a dit, eh bien, on pourrait placer cela dans le bureau du vérificateur général, du bureau du vérificateur général. Le rapport de ce commissaire s'était intéressé en détail à toute une série de projets énergétiques, notamment ceux qui essayaient de réduire l'émission de gaz à effet de serre par le biais de projets de technologie verte. Et il y a eu toute une série de financements qui ont été dirigés dans ce sens. L'initiative d'écotechnologie aussi, qui relève des ressources naturelles. Marquons cette date. J'interromps l'honorable député. Il y a un ordinateur près du microphone avec le son qui est allumé et cela est pris par le micro. Le commissaire était très heureux de trouver que les fonds étaient bien administrés et il regardait de près les possibles conflits d'intérêts. Pourtant, on a dit que TDDC devait veiller à ce que nous sachions que les projets parvenaient à leur but. Il fallait assurer un suivi. Et ça, c'était les recommandations. Les recommandations étaient très claires. Il fallait donc améliorer le défi de fonctionnement pour prouver les avantages. C'est ce qui a un peu posé les dalles aux commentaires de la vérificatrice générale. Cette partie où on dit qu'en 12 sur 18 des projets accomplis, les émissions étaient la moitié de ce qui était proposé. Et mon collègue a dit, mais alors pourquoi envoyer de l'argent dans des projets qui ne fonctionnent pas? Pourquoi ne pas donner l'argent aux personnes qui sont prêtes à faire le travail? Le gouvernement a mis en avant un plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais en utilisant des technologies qui n'ont pas fait leurs preuves. Donc on voit le montant important qui est fourni pour le captage de carbone, alors que le Canada n'a pas abouti aux résultats escomptés. L'utilisation et le captage du carbone, voici comment cela fonctionne. Alors que nous produisons davantage de carburants fossiles ou alors que nous brûlons du charbon pour générer de l'électricité, nous allons capter le carbone qui serait
autrement relâché dans l'atmosphère. Nous allons le capturer et l'enfouir profondément sous terre. Et ainsi, nous allons éviter les impacts de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre ne restent pas sous terre. C'est un moyen très onéreux de réduire les gaz à effet de serre, même s'ils fonctionnent, et souvent, cela ne fonctionne pas. Ce que nous pouvons prouver au sujet de la capture, de l'utilisation et du stockage du carbone, c'est que cela capture de l'argent public, cela capture les politiciens, mais ne capture pas vraiment le carbone. Cela ne fonctionne pas. Mais lorsqu'on se penche sur le rapport de la vérificatrice générale, il est indiqué que malgré que les résultats démontraient que cette méthode ne marchait pas, dans le budget de 2017, des centaines de millions de dollars ont été alloués à cette technologie. Car lorsqu'on rédige un rapport en disant voici notre plan pour réduire les gaz à effet de serre et cette cible sera atteinte grâce à cette technologie que nous adorons, qui est merveilleuse. Et ce n'est même pas écrit en note en bas de page que cette technologie n'a pas été prouvée, qu'elle ne fonctionne pas. Et donc, ce qui encourage les gens, le gouvernement à octroyer du financement pour des projets qui ne fonctionnent pas, c'est qu'il existe une foi idéologique de la part du ministère des Ressources naturelles Canada et au sein du secteur privé qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Ce n'est pas une corruption classique, mais je crois que mes amis conservateurs devraient se pencher sur la question. Nous ne savons pas ce que les conservateurs veulent faire pour lutter contre les changements climatiques. Ils ont parlé de la technologie et j'ai l'impression qu'ils vont vouloir allouer davantage de financement au secteur pétrolier gazier. Façon de subvention vers l'industrie fossile, d'avoir les fonds publics pour une technologie qui ne marche pas. C'est un déchet. C'est toujours un déchet. This is going to always fail. Ce sera toujours un échec d'utiliser cette technologie. Penchons-nous sur les autres aspects de la question de TDDC. Ce fonds a été créé sous le gouvernement chrétien et ce fonds a très bien fonctionné pendant une très longue période. Le fonds devait aider à explorer des technologies qui n'étaient pas éprouvées et qui étaient novatrices. Le gouvernement n'était pas censé de dire bon, nous aimons beaucoup cette technologie, elle ne fonctionnera pas, mais bon, elle paraît bien dans les communiqués de presse, donc nous allons continuer de financer le développement de cette technologie. À l'automne 2017, le rapport du commissaire à l'environnement et du développement durable a indiqué qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts dans ce cas-ci, mais j'ai lu le rapport de la vérificatrice générale que j'ai entre les mains ici, le rapport de 2024, et il est écrit dans ce rapport qu'il y a eu beaucoup de conflits d'intérêts, car le conseil d'administration était truffé de conflits d'intérêts. Ce fonds avait aidé les entreprises en démarrage à explorer des technologies novatrices pour lesquelles il est difficile d'obtenir du financement de la part des banques ou d'autres moyens traditionnels. C'est difficile d'obtenir du capital, des investissements pour des technologies qui ne sont pas éprouvées et qui sont novatrices. Le gouvernement a quand même décidé d'allouer de l'argent sans que cette technologie soit éprouvée. Mais auparavant, TDDC faisait du très bon travail. Le président du conseil d'administration a changé suite au rapport de 2017 qui avait indiqué qu'il n'y avait pas de problème de conflit d'intérêts dans ce cas-ci. Je me sens toujours mal à l'aise d'employer le nom d'un citoyen privé, mais elle a dû présenter sa démission à titre de présidente du conseil d'administration de TDDC. Mais elle a continué à être impliquée dans des sociétés qui ont reçu du financement de la part de TDDC. Cela a enfreint les lignes directrices de l'éthique de l'organisme et cela est en violation des lignes directrices sur les conflits d'intérêts. Lorsque j'ai été élue et que j'ai lu le code de l'éthique des parlementaires, je m'étais dit, ont-ils vraiment besoin d'écrire cela dans le code? Les gens ne savent-ils pas qu'ils n'ont pas le droit d'embaucher des membres de leur famille pour travailler dans leur bureau? Ce serait un conflit d'intérêts. Et je m'étais dit, mais on nous prend pour qui? Pourquoi doit-on écrire cela dans le code de déontologie? Mais
semblerait que c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas vous verser de l'argent à vous-même lorsque vous siégez à ce conseil d'administration. Je ne sais pas si cela s'élève au rang d'infraction criminelle. Cela doit être examiné. Mais à ce jour, le gouvernement n'a pas... En fait, la mission de TDDC a été unie à la mission du Conseil de recherche du Canada. Donc, les fonds sont maintenant alloués à des projets légitimes. Il ne faut pas que cela soit terni par un épisode complètement inacceptable de l'histoire de cet organisme. De dire que c'est chaotique est un compliment. Comment peut-on siéger au sein d'un conseil d'administration et de se dire, bon, étant donné que c'est pendant la COVID et que tout le monde obtient ses avantages, eh bien, ce ne sera pas suspect que je me sois attribué ces mêmes avantages. Ou encore, on dit, j'ai parlé à un avocat et ils m'ont donné le feu vert. J'ai pratiqué le droit et quel avocat vous donnerait de tels conseils, franchement? Il y a un code en matière de conflit d'intérêts qui doit être respecté et chaque membre autour de cette table de conseil d'administration avait une responsabilité et devait éviter à ce qu'il y ait des conflits d'intérêts. Donc, c'est vraiment un échec systémique. Et nous n'avons pas de preuves indiquant que ce sont des libéraux qui ont rendu service à d'autres libéraux. J'aimerais certainement savoir quelle est l'allégeance politique des gens qui ont reçu de l'argent du gouvernement. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un scandale au sens classique du terme. Voici ce que je veux dire en terminant. C'est un échec du système qui m'inquiète profondément. J'ai travaillé au sein du gouvernement du Canada il y a de nombreuses décennies lorsque je n'étais pas non partisane et que je n'étais pas membre du Parti vert. Et je suis très fière d'avoir travaillé au sein du ministère de l'Environnement de 1986 à 1988 lorsqu'il y avait une majorité du gouvernement progressiste conservateur sous le premier ministre Brian Mulroney. À cette époque, le gouvernement du Canada était très bon élève. La fonction publique, les gens qui étaient sous-ministres adjoints et tout, c'était vraiment l'exemple idéal d'un gouvernement. Arthur Kruger, Harry Swain, les sous-ministres adjoints comme Gordon Ridgey, ces gens avaient un intellect formidable, c'était des gens non partisans et ces gens prodiguaient des conseils basés sur les données probantes. Et ce type de fonctionnaires, et malheureusement certains d'entre eux sont décédés, donc ils se retournent dans leur tombe, comme j'ai dit, mais doivent se demander que s'est-il passé quand cette médiocrité s'est-elle installée? Pour être juste envers mes collègues qui sont sur les banquettes ministérielles du Parti libéral, la compétence de la fonction publique avait déjà été érodée et ensuite la COVID a frappé. Donc, réparer cela sera plus difficile. Nous ne devons pas avoir des régulateurs captifs qui font ce que le secteur privé veut faire. C'est trop fréquent au sein du gouvernement du Canada. La carboneutralité d'ici 2050 c'est une cible qui a été proposée ou qui faisait l'affaire du secteur des sables bitumineux, car ce n'est pas les scientifiques qui ont proposé cette cible. Nous devons être honnêtes, transparents, nous devons faire face à la réalité et je félicite mes collègues d'avoir, tout au long de ce débat, parlé des faits afin que nous évitions des situations de conflit d'intérêts à l'avenir et pour que nous veillons à ce que lorsque des fonds publics sont alloués pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous obtenons une valeur pour notre argent et que nous réduisons bel et bien les gaz à effet de serre. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires, l'honorable député de Nepean. Je remercie l'honorable député de son discours. Elle a divisé la corruption en 3 catégories, ce qui était très juste. Je partage aussi son avis au sujet du captage, d'utilisation et du stockage du carbone.
l'échec du système dont ma collègue a parlé est une réelle préoccupation. Et on a dit que les documents obtenus par l'entremise du processus en cours ne peuvent pas être utilisés dans l'enquête. Donc, y a-t-il quelque chose qui empêche la GRC d'obtenir les mêmes documents pour pouvoir faire leur enquête? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon collègue pour ses commentaires sur le captage, l'utilisation et le stockage du carbone. Voici ce qui m'inquiète avec cet argument. Le Parlement a le droit de demander la production de documents. Le président l'a confirmé. Nous ne savons pas s'il y a eu de l'activité criminelle ici, dans ce cas-ci. Donc, si les documents ne peuvent être utilisés pour une enquête criminelle, eh bien, soit la GRC pourra décider qu'il n'y a rien à voir là-dedans et dans ces documents, donc, et qu'ils peuvent aller de l'avant. Le Parlement a le droit de demander la production de documents. Ces documents devraient être produits et j'espère que mes collègues d'en face reconnaîtront que nous avons assez débattu de cette question, donc pouvons-nous revenir aux ordres du jour et faire le travail qu'on nous a élus pour faire. Lorsque la Chambre demande la production de documents, remettez-les nous. Et s'ils ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une enquête criminelle, eh bien, ce sera cela. Ce n'est pas un processus illégitime. Ce n'est pas... C'est le droit de la Chambre des communes de demander la production de documents. L'honorable député de Cypress Hill Grasslands. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'ai posé la question à savoir que peut-on faire pour éviter que ceci se reproduise à l'avenir. Il semble n'y avoir aucune conséquence pour ceux qui sont reconnus coupables d'avoir travaillé pour leurs propres intérêts dans de telles positions. Donc, ma collègue est-elle d'accord qu'il doit y avoir des conséquences plus sévères pour ceux qui font progresser leurs propres intérêts? L'honorable député de Saanich Gulf Islands, j'apprécie la question de mon collègue. Nous avons été saisis de nombreux cas récemment. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est le scandale de GC Strategies et l'argent qui a été versé à des personnes qui n'ont pas fait le travail. Avons-nous besoin d'une nouvelle loi qui indique que... En fait, j'aimerais pouvoir poursuivre IBM pour le système de Phoenix. Voilà une grosse somme que nous avons déboursée pour un échec cuisant qui a coûté aux Canadiens et aux fonctionnaires d'énormes sommes. Donc, comment pouvons-nous exiger une réduction de compte lorsque nous traitons avec des tierces parties, que ce soit GC Strategy, Deloitte ou IBM? J'étais dans le domaine du droit à l'époque et donc ma première impulsion est de poursuivre ces gens. Je remercie ma collègue de Saanich Gulf Islands pour son discours. Ma question allait un peu dans la même veine, le recours aux tierces parties, que ce soit des fondations, des sous-contractants. Est-ce qu'on n'a pas un peu l'impression que le gouvernement utilise beaucoup trop ce genre de système-là aux dépens par exemple, des travailleurs de la fonction publique qui ont une expertise et qui, surtout, sont plus facilement imputables lorsqu'il y a un problème, par exemple, avec l'utilisation d'argent, mais pas que des situations purement monétaires ou, à la limite, presque illégales. Ça crée aussi d'autres problèmes comme le fait qu'on n'a pas d'obligation, quand on est une tierce partie, dans certains cas, de respecter la loi sur les langues officielles. Est-ce qu'il y a beaucoup trop de distance qui est de plus en plus mise entre le gouvernement et ceux qui livrent le service final, ce qui fait qu'ultimement, c'est le gouvernement qui n'est plus imputable de rien? L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à ma chère collègue du Bloc québécois. Oui, la question de l'imputabilité, c'est au cœur de ce débat maintenant. Et c'est la question de le rôle de notre fonctionnaire public, au contraire des autres, dehors du gouvernement, les gens qui font les contrats pour les grandes entreprises mondiales comme McKinsey. Je pense que c'est essentiel de mettre sur pied un système plus fort pour les fonctionnaires publics. Maintenant, le système pour notre fonctionnaire, c'est plus faible qu'en passé. On doit faire l'effort pour améliorer la situation.
donne notre appui à nos fonctionnaires publics et pas le grand profit pour les entreprises mondiales comme McKinsey, par exemple. The Honourable Member for Windsor-West. L'honorable député de Windsor-West. Merci, Madame la Présidente. Nous parlons une fois de plus de documents. Je sais que mes amis conservateurs veulent oublier les documents des détenus afghans qui nous avaient plongés dans une situation semblable. Parler de reddition de comptes et de fonction publique est important, mais nous devons aussi améliorer nos lois de droit d'auteur ici au Canada. Je crois qu'elle a été adoptée en 1901 ou en 1911 et cela n'a presque pas changé depuis. Il s'agit de la divulgation de documents pour des fins de recherche ou encore pour être mis au secteur privé. Cela nous permettrait d'obtenir des solutions ou de trouver des solutions aux problèmes dont nous sommes saisis. L'ancien député de LaSalle-et-Mar a été démis de ses fonctions de ministre de la Justice. Il voulait moderniser ces lois, car aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, il n'y a plus personne qui fonctionne comme ici au Canada. Il faudrait plus de documents qui soient accessibles aux entreprises, aux ONG et au Parlement. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon honorable député de Windsor-West. Je n'étais pas ici en 1911, croyez-le ou non, mais il a raison. Il a tout à fait raison. Ces lois doivent être modernisées. Les lois sur les droits d'auteur de la couronne. David Lametti voulait se pencher sur la question. Je peux maintenant dire son nom car il n'est plus ici. Mais nous avons parlé des lois canadiennes en matière d'accès à l'information comme étant des lois où nous sommes libres d'accès à l'information. Donc, nous n'avons pas accès à cette information. Donc, nous devons moderniser les lois en matière de droits d'auteur de la couronne ici au Canada pour que nous puissions obtenir les documents et pour que ces documents puissent être publics par défaut. L'honorable député de Langley-Aldergrove. La députée de Saanich Gulf Islands a dit qu'elle aimerait que nous retournions à l'ordre du jour, mais n'est-ce pas au gouvernement libéral de respecter l'ordre du président de la Chambre? La présidence a rendu sa décision. Il y a eu de prime abord une atteinte aux privilèges parlementaires. Donc, n'est-ce pas aux libéraux de respecter cet ordre pour que nous puissions retourner à l'ordre du jour régulier? L'honorable député de Saanich Gulf Islands, je remercie mon honorable collègue. Donc oui, c'est une voie pour revenir à l'ordre du jour. Nous pouvons aussi discuter de la meilleure façon d'aller de l'avant ou encore d'envoyer les documents en comité en temps opportun. Le député de Langley-Aldergrove n'a pas tort, mais je crois que cette Chambre et le public canadien aimeraient nous voir travailler ensemble pour que nous puissions adopter des projets de loi qui méritent d'être adoptés. Mais je ne suis pas en désaccord avec mon collègue. C'est une des façons de mettre un terme à ce débat. L'opposition officielle, le gouvernement et d'autres partis pourraient aussi discuter entre eux et décider de trouver un terrain d'entente pour reconnaître qu'il y a eu atteinte aux privilèges parlementaires. Nous en avons débattu. Nous devons continuer à creuser la question. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir accès aux documents. Questions et commentaires? Statements by members. Déclaration des députés. The Honourable Member.